Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Puis des bonnes données, mais aussi ce que je trouvais un peu dans l'article, c'est que c'est des points de conversation, des points de réflexion, puis des points de discussion. Parce qu'on peut toujours, puis je pense que sûrement qu'à la fin de ta maîtrise, tu as eu à faire ta défense, puis à parler un peu des données, puis tout ça, parce qu'on ne peut pas toujours généraliser les choses, puis je sais que je ne t'apprends rien là-dedans, mais des fois, c'est juste des informations qui nous permettent justement d'avoir une discussion intéressante sur comment est-ce qu'on peut adapter les choses. Puis justement, moi, un des constats que je trouve intéressant, c'est la charge de travail reste généralement constante à travers la saison. Mais ça, c'est un peu paradoxal, tu sais, quand on y pense, c'est comme si la charge de travail avait juste été quasiment la même à travers le temps. À cette heure que tu as fait ces trouvailles-là, que tu as regardé, puis que là, tu es dans le coaching, comment est-ce que tu vois ça ou est-ce que tu vois ça différemment, justement, depuis la publication de l'article, puis justement les travaux que vous avez faits? Oui, c'est sûr que ça m'a ouvert les yeux. C'est certain que je te dirais que nous, on a fait le suivi du Rocket avec l'entraîneur qui était là, présent sur place, que ça peut être différent dans un autre contexte, une autre équipe, un autre style d'entraîneur. On aurait pu avoir des données qui auraient pu varier un tout petit peu, mais il reste que c'est clair que ce qu'on a remarqué, c'est que les semaines où il y avait moins de matchs, les entraîneurs appuyaient beaucoup plus sur la pédale, si on veut, au niveau de l'intensité des entraînements, que ça donnait des semaines qui étaient relativement un copier-coller d'une semaine 35 fois là, durant l'année. Ce que ça nous a amené au niveau du Canadien de Montréal, c'est d'avoir une réflexion sur surtout les charges d'entraînement lors des camps d'entraînement. Ça, c'est une première étape qu'on a vue. Puis après avoir fait un peu cette recherche-là au niveau des camps d'entraînement de la Ligue nationale, parce qu'on s'est rendu compte surtout que quand le début de la saison, après le début de la saison d'une équipe de la Ligue nationale, on arrive, on a les tests physiques, après il y a 3 jours d'entraînement, puis c'est les matchs hors concours qui débutent tout de suite. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les entraîneurs, c'était pratiquement 4 charges d'entraînement de matchs de suite. Et puis, ça m'avait amené à poser la question, est-ce que tu aimerais, en tant qu'entraîneur, débuter ta saison avec 4 matchs de hockey pour tes joueurs? Que la réponse était effectivement non. Ben, c'est ce qu'on vient de faire vivre à nos joueurs. Tu sais. On vient de leur donner 4 matchs à haute intensité en 4 jours. Que c'est normal par la suite d'avoir des bobos, des courbatures, des joueurs que ça nous a amené à changer un peu notre planification. Puis c'est clair qu'en tant que coach, j'ai un peu cette philosophie-là au début des camps d'entraînement ou des retours de longues pauses. Blessures, on a vu au niveau de la recherche qu'on avait, on avait aussi des données au niveau des blessures des joueurs, tout ça. Ça, c'est des papiers qui n'ont pas été nécessairement publiés, mais que nous, on voyait qu'il y avait lors des périodes longue, là, où est-ce que les joueurs étaient en congé, la pause du match des étoiles, tout ça, qu'il y avait une augmentation au niveau des blessures qui était due justement au fait que les joueurs n'avaient pas bougé beaucoup puis que l'entraîneur revenait puis il mettait la pédale dans le fond encore avec les joueurs, qu'on a eu une approche qui était différente. Puis si je reviens au niveau de la Ligue nationale, ben, ça nous a servi beaucoup au niveau de la bulle à Toronto parce que les joueurs avaient été à l'écart pendant quand même près de 3 mois. Et puis après, ben, on a utilisé vraiment ces données-là pour revenir au retour justement au jeu avec la bulle de Toronto, de vraiment avoir une approche qui était totalement différente au niveau de la charge de travail. Puis, tu sais, ce que tu dis, ça me fait penser à quel point que, tu sais, les 4 matchs, là, on est loin du 1.2 qui est suggéré par les travaux de Tim Gabbett, puis qu'on ne veut pas progresser la charge de travail plus que ça. Puis ça, pour moi, c'est ça qui est aberrant. C'est comme, puis tu sais, il y a des cultures où à l'époque, où est-ce qu'on commence le camp d'entraînement, on fait 11 two-a-days, là, je parle de culture de football, là. Hey, 11 jours de suite avec 2 pratiques par jour, là, c'est une charge d'entraînement qui demande. Mais après ça, ça me fait penser à un autre point, où est-ce que puis ça, je ne sais pas où est-ce que toi tu te situes là-dessus, mais les blessures, oui, il y a une composante hasard parce que qu'on soit dans le football, dans le basketball, dans le rugby, dans le hockey, il y a des contacts qui vont arriver. Il y a des filles qui vont des chevilles qui vont se fouler. J'ai bafoué un petit peu mes mots là-dessus, mais des chevilles qui vont se fouler, il y a des os qui vont se casser. It's a given. Ça va arriver. Mais en bout de ligne, les blessures, c'est aussi de notre ressort. Puis c'est un peu ce que tu dis là, dans les commentaires, où est-ce qu'on a notre mot à dire là-dedans. Oui, exactement. Puis c'est clair que si on prend un joueur qui revient au jeu, nous, ce qu'on demande, puis justement, je viens de faire le tour avec tous nos joueurs là, du Red Bull qui sont en Amérique du Nord. Et puis, on discutait
de retour au jeu parce qu'on a une semaine pour se préparer avant les premiers matchs qu'on va avoir cet été, que je leur disais, ça prend environ entre 15 et 20 heures de classe avant de revenir. Et puis, après, un peu comme j'avais fait avec les entraîneurs, je leur ai donné une petite liste de choses à faire, comme voici la progression que j'aimerais être durant l'été. C'est surtout au niveau des accélérations, des décélérations, des changements de direction. Les joueurs, il faut qu'ils soient conscients que quand tu patines, c'est pas du tout le même angle que de la course. Et puis, même si tu as fait de la pliométrie, des choses comme ça, durant la saison, des sprints, des changements de direction, sur la glace, il faut que tu couvres cet aspect-là avant d'arriver au camp d'entraînement parce que sinon, nous, on prend pour acquis que les joueurs vont avoir fait un certain nombre. C'est pour ça que je leur ai partagé une liste avec un certain nombre de sprints, de changements de direction que je veux qu'ils fassent durant l'été. Au fil des semaines pour arriver dans un état où est-ce qu'on peut prendre le relais par rapport à ça parce que c'est clair, puis même au niveau de la Ligue nationale ou de la DEL, c'est impossible de se remettre en place dans une intensité d'entraînement de Ligue nationale ou de DEL que c'est dur aussi. Puis il y a l'aspect contact physique et puis de pousser sur le bord de la bande. On parle des joueurs de la Ligue nationale, puis même de la DEL, qui a environ 25 à 30 mises en échec ou batailles le long des rampes à tous les matchs. Que ça, il faut prendre ça en compte quand on reprend la saison parce que c'est la majorité des blessures vont arriver dans ces contextes-là, surtout en début de camp d'entraînement. Ben, puis c'est juste que les athlètes, dans ce moment-là, c'est pas qu'ils sont capables de prendre la charge, mais c'est qu'on, des fois, t'es comme plus habitué de comment est-ce que tu rentres dans la bande, comment est-ce que tu vas placer ton bras, parce que à un moment donné, ça devient inconscient, mais ça prend un certain temps avant que ça revienne là, au départ. Oui, exactement. Puis il ne faut pas oublier que dès que tu tombes dans un milieu compétitif, que tu mets une rondelle sur la glace, tu as beau prendre des précautions, les joueurs vont aller à 100% tout le temps parce que ça fait partie du milieu de devenir professionnel au niveau du sport. C'est que dès qu'il y a un but, que ce soit pour jouer, que ce soit pour faire un entraînement, les joueurs vont toujours se donner à fond puis ils vont faire l'accélération à 100%, même si tu as demandé que ce soit à 80%. Là. Ouais, là, ça, c'est la compétitivité dans le monde du sport professionnel, c'est clairement présent là, pour ça. Puis un des points que je vous ai touché, c'est que dans l'article aussi, vous parlez comment est-ce que les entraînements du matin, quand tu les additionnes à travers la saison, ça représentait 12 matchs de plus par saison. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis j'aimerais juste savoir un peu où est-ce que tu en es là-dessus parce que, puis là, c'est anecdotique, je n'ai pas travaillé avec ces équipes-là comparativement à toi, mais je me rappelle que, tu sais, il y a une certaine, peut-être 5-6 ans, peut-être même 7, là, le Blue Jackets de Columbus était parti sur une lancée de peut-être 21 ou 22 victoires consécutives. Puis ça l'avait donné en même temps que, justement, les Morning Skates avaient été éliminés. Mais ça, on revient aussi à quand les sénateurs d'Ottawa avaient atteint la finale de la Coupe Stanley, bien, il y avait aussi comme quasiment éliminé les pratiques justement durant les séries, où ils n'avaient presque pas, si je ne m'abuse, si mes informations sont bonnes. Mais tu sais, des fois, je pense que, puis je veux ramener ça un peu plus à la gestion de la charge de travail, quand tu mentionnais que la charge de travail est constante, des fois, on a du succès, puis je me demande si on fait bien le lien par rapport à ça, parce que dans ce cas-là, c'est sûr que si on élimine les pratiques quand on en avait plein, ben, on va justement comme avoir un gain de performance. Puis je sais que tu comprends bien ça. Mais je pense que, les entraîneurs peut-être ne jouent pas assez avec ça, de un. Mais de deux, oublie qu'à un moment donné, c'est que oui, c'est bien beau, OK, on va éliminer des séances d'entraînement, ça va nous donner un boost en plein milieu de saison, si je prends l'exemple du Blue Jackets. Mais par la suite, là, comme là, on est dans un problème parce que là, on ne peut plus là, diminuer la charge d'entraînement parce qu'on l'a tellement diminué. Fait que où est-ce que tu en es justement dans l'utilisation et la modulation à travers la saison de tout ça? Parce qu'il faut que tu la gardes assez haute pour stimuler, mais en même temps, il faut que tu crées un decrease à la fin vers les playoffs. Puis, en tout cas, bref, puis en même temps, il faut que tu gagnes en plein milieu de saison. C'est ça qui est un peu déchirant, je trouve, dans les calendriers professionnels, justement. Oui, puis c'est sûr que nous, on avait regardé des données qu'on a parce qu'on prenait avec le Canadien de Montréal. Là, à chaque jour, je détaillais exactement ce qu'on avait fait dans la journée. Est-ce que c'était un entraînement matinal? Est-ce qu'il y avait eu un entraînement la veille? Et puis, à un moment donné, j'avais une discussion avec les entraîneurs, puis eux disaient, ben, quand on s'entraîne la veille, on joue toujours mieux le lendemain. Que là, j'avais fait wow, je vais aller vérifier ça. Le côté scientifique, là, la fibre qui a allumé un tout petit peu, que je suis retourné dans mes données. C'est sûr que c'est sur quelques saisons avec les équipes. Puis j'avais regardé notre pourcentage de victoire générale, si on veut, sur la route, à la maison,
Et puis, j'avais mis ça versus un entraînement matinal, sans entraînement matinal, un entraînement la veille, sans entraînement la veille. Est-ce que ce pourcentage-là variait, puis est-ce que c'était significatif? Puis moi, j'en étais venu à la conclusion qu'il n'y avait aucune différence de pratiquer la veille, de faire le morning skate. Ma réflexion là-dessus, c'était si ça n'a aucune signification, puis par contre, j'avais remarqué que les matchs back-to-back, les 2 matchs en 2 soirs, on avait le deuxième match, on était toujours moins bon, si on veut, même au niveau de la Ligue nationale. On avait un rapport qui était moins bon au niveau des victoires, des pourcentages de victoires, en sachant que tu t'entraînes la veille ou pas, au morning skate ou pas, est-ce qu'on est mieux d'avoir une stratégie de récupération pour être meilleur dans les back-to-back? Parce que vraiment, c'est là où est-ce que le deuxième match, si on allait chercher quelques victoires de plus, ça serait gagnant à ce niveau-là. Donc, ça avait été ma réflexion. C'est sûr qu'il y a un aspect aussi superstition qui rentre en jeu parce que tu as toujours, si tu élimines les entraînements du matin, il y a des joueurs qui ont fait ça depuis 12 ans, qui sont ils ont toujours fait des séances du matin. Que ça, c'est dur, que c'est un peu un changement de culture qui se fait tranquillement. Après, moi, je vais prioriser beaucoup plus quand on s'approche des matchs, surtout en Europe, où est-ce qu'on a un petit peu plus d'entraînement. C'est sûr qu'il y a plus d'entraînement que de matchs. Où est-ce que mes recommandations aux entraîneurs, c'était de baisser la charge de travail, c'est important, de diminuer le nombre de répétitions par exercice, que les entraînements soient plus courts, mais de toujours garder l'intensité. Que ça, c'était très important parce que, justement, c'est quand on baisse l'intensité, en plus de baisser la charge de travail, c'est là où je pense où les joueurs vont, l'énergie, l'intensité des matchs par la suite peut être plus basse. Et puis après, c'est toujours faire